Bien, bonjour à tous, bienvenue aux webconférences d'Idéal Connaissance, bienvenue chers participants et participantes à distance. J'espère que vous nous entendez bien, que le son vous parvient correctement. Nous sommes ensemble pour une formation qui vous est proposée en partenariat entre l'UGAP et les réseaux juristes publics et pilotage financier d'Idéal Connaissance. Lors de cette formation, il sera question des marchés publics et du futur code de la commande publique. Vous savez que des directives sont passées en février 2014, elles doivent être transposées, et donc voilà, ça va modifier considérablement le paysage de l'acheteur public. Donc voilà, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette webconférence Monsieur Grandénon, avocat associé du cabinet Carbonnier Lamas associé, anciennement directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances. Monsieur Frédéric Scanvic est également avec nous. Il est avocat associé du cabinet Follet au Hague et membre honoraire également du Conseil d'État. Voilà, je vais leur céder sans plus tarder la parole. Vous le savez, il y a un petit module de questions-réponses en bas à gauche de l'écran qui vous permet d'interagir avec nos intervenants. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et ensuite ils vous répondront oralement. Pardon. Voilà, je vous souhaite une bonne webconférence à toutes et à tous. Merci, messieurs. C'est à vous, merci. Bien. Ça marche. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes donc là pour 1h30 pour essayer de débroussailler ce qui est une nouvelle version de notre réglementation sur la commande publique. Pourquoi une nouvelle réglementation? Je vous rappelle que les marchés publics ne sont pas une matière nationale, c'est une matière européenne. Ça veut dire que c'est Bruxelles qui a la main et Bruxelles qui décide des règles. Et Bruxelles change les règles périodiquement, à peu près tous les 10 ans. Dans un sens, on verra plutôt favorable vers plus de souplesse. Après les directives initiales de 94, on a eu les directives de 2004. Et aujourd'hui, nous avons donc les deux directives, 2014-24 et 2014-25, que chaque État membre de l'Europe doit transposer dans son droit national. Donc là, l'exercice a commencé, mais finalement aujourd'hui, l'exercice est différent des exercices précédents. En 2004, ce que nous avons fait, nous avons simplement transposé, c'est-à-dire que nous avons inclus les modifications qui étaient dans les directives dans le code des marchés de 2004 et dans l'ordonnance de 2005 sur les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code. Là, l'option est beaucoup plus ambitieuse, puisque ce qui a été décidé, ça n'est pas de faire de la transposition dans les textes existants, mais de refaire un texte unique, de refaire une ordonnance unique, un chapeau de valeur législative unique pour l'ensemble, et puis ensuite de le décliner avec des décrets d'application par public. Parce qu'il faut bien voir que ces modifications ne concernent pas un seul texte et un seul public. Elles concernent en fait 3 textes différents et 3 publics différents. Elles concernent d'abord les acheteurs publics au sens strict du terme, qui sont soumis au code des marchés, c'est-à-dire les personnes publiques. Elles concernent ensuite les acheteurs qui étaient soumis à l'ordonnance de 2005, c'est-à-dire les acheteurs qui sont soumis à la directive, mais qui ne sont pas des acheteurs publics au sens français du terme. Et enfin, ça concerne les acheteurs qui sont soumis au décret de 2011 sur les marchés de sécurité et de défense. Donc nous avons là 3 publics, 3 textes, et aujourd'hui une tentative qui est de tout remettre sur un chapeau législatif, une ordonnance, et c'est cette ordonnance que nous allons vous présenter, puisque nous n'avons pas encore les projets de décret d'application. Nous n'avons pu travailler que sur le projet d'ordonnance tel que la DSJ de Bercy l'a publié sur son site en janvier dernier. Voilà, je passe tout de suite la parole à Frédéric Scanvic qui va vous exposer quelles sont les avancées et ensuite on évoquera aussi quels sont éventuellement les problèmes que peut poser à la fois cette démarche et même le fond de ces nouvelles directives. Oui, merci. Donc l'exercice qu'on se propose de développer, comme l'a dit Jérôme Grandénon, c'est un exercice qui se situe sur
sur un document qui a deux imperfections s'agissant de vouloir faire un point sur l'état actuel du droit des marchés publics. La première, c'est que c'est un projet et que ce projet, il est susceptible d'évoluer puisqu'il a fait l'objet d'une concertation assez approfondie, puisqu'on a vu sur le site du ministère de l'économie et des finances les contributions des uns et des autres. Et puis le second, c'est qu'il ne porte évidemment que sur une partie puisqu'il se borne à traiter des principes législatifs. Et donc, d'une certaine façon, quand nous sommes mis d'accord pour dire que je traiterai des points favorables, positifs ou des avancées, c'est plus la méthode en elle-même qui me semble être une certaine forme d'avancée, qui en tout cas en contient quelques-unes, parce que au-delà, le texte, il n'est pas terriblement innovant. Il traduit un certain nombre d'évolutions, il ramasse, il intègre, mais sur le fond des dispositions, on a connu plus révolutionnaire. Alors, la première chose importante, me semble-t-il, même si elle est peut-être un peu technique et peut-être un peu trop éloignée des préoccupations quotidiennes des acheteurs publics, mais au fond je ne le crois pas, c'est la technique consistant à revenir dans un mécanisme classique de hiérarchie des normes, donc d'abroger le vieux décret-loi qui autorisait le gouvernement à prendre des mesures par voie réglementaire, des mesures en matière de marché public, d'achat public, et de le faire pour lui, mais aussi et surtout pour les collectivités territoriales, nonobstant donc le principe de leur libre administration qui normalement devrait justifier que ce soit le législateur qui intervienne. Alors, en dehors du plaisir du juriste et du légiste que de retrouver un mode d'organisation plus traditionnel, moi je crois que ça a un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est que la hiérarchie des normes, c'est aussi une technique d'interprétation. C'est-à-dire qu'assez souvent, quand on est soit acheteur, soit juriste, soit avocat, soit juge, eh bien l'interprétation d'une disposition réglementaire qui peut sembler obscure ou incertaine, ça se fait aussi dans le sens d'une interprétation par rapport à la disposition législative pertinente. On avait aujourd'hui cette forme de confusion, tout était dans tout, avec quelques principes constitutionnels, que d'ailleurs le Conseil constitutionnel avait dégagé non pas à l'occasion d'un contrôle sur le Code des marchés publics par le simple fait qu'il n'en était pas saisi et qu'il ne pouvait pas l'être, mais par le biais d'un contrôle sur les textes relatifs notamment au partenariat public-privé. Donc on avait ces principes constitutionnels et puis après on descendait tout de suite dans le dur, sans grande hiérarchie entre les principes, les modalités et les éléments de contrôle et de contentieux. Le second élément qui n'est peut-être pas juridique, c'est que la matière devient politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est pas mon voisin qui a été occupé des fonctions éminentes à Bercy, en particulier celle d'être le moteur, enfin le pilote des textes en matière de commande publique, qui me contredira. C'était une matière de professionnels, c'est-à-dire que ça se faisait en grande partie avec une administration compétente et qualifiée, et puis l'administration de Bruxelles. Et c'est aussi ce qui m'amène à penser que le troisième sujet, alors même s'il faut le manier avec réserve, le troisième sujet de positif dans cette technique consistant à revenir à une vraie conception de la hiérarchie des normes est très favorable, peut-être potentiellement pour les collectivités territoriales, c'est qu'il peut enfin y avoir un débat sur quelques règles lorsque notamment le législateur français, en tout cas à ce stade le pouvoir réglementaire français et pouvoir dérivé via l'article 38, ne transpose pas la totalité des ouvertures qui lui sont données par le droit européen et par les directives. On sait que c'est le cas et ça le sera apparemment de façon assez nette quand on aura achevé l'exercice. Alors, j'ai été directeur des services d'une collectivité territoriale. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la capacité des élus nationaux à représenter dignement les préoccupations quotidiennes des acheteurs publics de leurs collectivités territoriales respectives. Mais enfin, on voit par exemple que sur des sujets comme celui de la fonction publique territoriale, on a des parlementaires qui sont et à la fois des élus locaux de poids et qui comprennent un certain nombre de choses et qui ont une capacité un peu plus grande à faire évoluer les textes. Et je me crois, peut-être me raconte une histoire, que c'est une fois que l'ordonnance sera ratifiée, la ratification est un exercice qui ne permet pas de modifier le texte qui est soumis, on le rejette ou on l'admet, mais une fois ce texte ratifié, on sera face à un texte de nature législative et celui-ci pourra donner lieu à l'occasion, ici et là, à des innovations. Alors la deuxième chose importante en termes de méthode qui constitue de mon point de vue une avancée, et je sais que c'est le point de vue radicalement opposé que défendra non pas mon contradicteur, comme on dit en général quand on est de part et d'autre d'une barre, mais mon voisin, camarade et ami, c'est la méthode de codification, c'est-à-dire de tout rassembler.
d'essayer de rassembler des règles qui ont au fond une nature assez comparable, un objet à encadrer qui est un peu le même, c'est-à-dire se procurer des biens et services, et de le mettre dans un seul texte. Alors moi j'ai été dans le passé, quand j'étais pas honoraire mais membre du Conseil d'État, j'ai travaillé beaucoup à la Commission supérieure de codification, et je dis souvent que c'est une des choses les plus utiles que j'ai l'impression d'avoir faites dans ma vie administrative. Alors évidemment, il ne faut pas que ça soit une fin en soi. C'est-à-dire que si c'est juste coller des textes parce qu'ils semblent avoir un objet comparable, ça n'a pas un grand intérêt. Je pense par exemple, il y a un code que j'ai bien connu dans une autre vie, qui est le code de la propriété intellectuelle. Bon, en gros, ça consiste à faire acheter 2 codes à quelqu'un qui a besoin que d'un seul, puisqu'on a un code de la propriété littéraire artistique d'une part, et puis un code de la propriété industrielle dans le même texte. Ça n'a rien à voir, et donc voilà, une fois de plus, la seule conséquence, c'est que l'éditeur arrive à vendre 2 fois un objet qu'il ne vendrait normalement qu'une fois. Donc si c'est ça l'objectif, enfin en tout cas la finalité, ça n'a pas un grand intérêt. Moi je crois que l'intérêt de la codification, c'est de permettre la comparaison. Permettre la comparaison et se poser sur cette base des questions qui ne se posent peut-être pas si facilement quand on est obligé d'aller chercher une ordonnance de 2005 et ses 2 décrets d'application de décembre et octobre 2005, un bout de code des marchés publics et dispositions pertinentes sur les marchés les contrats de partenariat. Donc c'est comparé. Et au fond, moi, si j'étais en situation de tirer les conclusions de cette comparaison, c'est-à-dire si je pouvais écrire la norme, je dirais, mais on a finalement inventé beaucoup d'objets qui ont tous comme particularité de tourner autour du pot de l'appel d'offres pour essayer de le circonvenir, de le relativiser, de le marginaliser. On en a inventé tellement qui, au fond, se ressemblent beaucoup et qui complexifient de façon parfois un peu inutile le droit applicable. Et donc, derrière cette technique consistant à tout rassembler, je pense qu'il devrait y avoir un second exercice qui viendra peut-être un jour, qui est celui de modifier et de simplifier les réglementations applicables autour, j'allais dire, d'une idée qui n'est pas forcément extraordinairement complexe à traduire en français courant, qui est de dire, il y a 2 types de procédures. Il y a des procédures qui sont des procédures négociées, et puis il y a des procédures qui sont des procédures d'appel d'offres et qui sont des procédures encadrées. Je sais bien qu'en disant ça, je casse à peu près la moitié du code des marchés publics tel qu'il existe aujourd'hui, mais si on essaye de revenir à des choses simples et de base, c'est bien ça la réalité. Alors après, on rajoute des règles pour encadrer le recours à telle ou telle procédure, on les raffine, et puis finalement on s'aperçoit avec le temps qu'elles ont une certaine tendance à converger s'agissant de leur objectif. Ni mon voisin ni moi ne nous en plaindrons, parce qu'au fond nous en vivons de cette complexité, mais je ne sais pas si c'est la meilleure des choses à dire et à faire. Alors, le 3e point sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est donc les avancées, ou en tout cas les points majeurs ou saillants de ce projet d'ordonnance, qui ne sont pas, comme je le disais tout à l'heure, pas si nombreux que cela. Donc l'unification du concept législatif introduit par la loi Mursef, qui consiste à qualifier tous les marchés passés par des personnes morales de droit public de marchés publics. Enfin, de contrat de droit public, pardon, alors même que jusqu'à présent, il ne concernait que ceux qui étaient passés en application du Code des marchés publics. Donc c'est une première avancée, parce que, une fois de plus, malgré le plaisir qu'on peut avoir à trouver des raffinements dans la jurisprudence du tribunal des conflits et du Conseil d'État sur la définition du contrat public, on sait bien que la simplicité dans cette affaire-là est quand même le gage de la plus grande sûreté, savoir quel est son juge et savoir à qui on s'adresse sans se poser des questions éternelles est une simplification évidente. Je n'ai pas beaucoup trouvé alors même que c'est supposé être une avancée forte de la directive, je n'ai pas trouvé de grande innovation dans la rédaction de l'article relatif à l'allotissement. La comparaison de cet article avec l'article 10 actuel me semble montrer que c'est à peu près la même chose, modulo quelques phrases mises dans des sens différents. On est toujours sur le principe qui a été posé pour la première fois en 2004, qui est celui du principe de l'allotissement, des lots séparés. Principe qui souffre de dérogation. Ces dérogations, c'est lorsque le recours au lot séparé viendrait porter atteinte à la concurrence ou ne serait pas justifié pour des raisons soit financières, soit techniques.
C'est une innovation de 2004, c'est une innovation, on en pense qu'on veut, s'agissant de la pertinence du choix politique, qui est de dire il faut favoriser l'accès des PME au marché public. Ça, c'est pas mon sujet que de trancher cette question, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'une fois que ce choix-là a été fait, on voit dans la jurisprudence du Conseil d'État depuis 2004 que l'interprétation qui est faite des exceptions est très rigoureuse. Donc on n'est pas sur une simple inversion de perspective de fait en 2004, c'était une vraie innovation. La directive ne va pas jusque là puisqu'elle laisse aux États membres seulement la possibilité de le faire sans le leur imposer. C'est ce que la France a fait. Il ne me semble pas qu'elle fasse beaucoup plus aujourd'hui. On a tout un dispositif qui vient, c'est le second point, enfin le troisième plutôt, tout un dispositif qui vient consolider la jurisprudence de la Cour de justice et celle du Conseil d'État pour ce qui nous concerne en matière de prestations dites in-house. Donc, sujet sur lequel la directive a elle-même beaucoup écrit, et donc il me semble que là, le texte français, enfin en tout cas le projet de texte français est une recopie assez scrupuleuse des orientations, enfin des dispositions précises et inconditionnelles, comme dirait le Conseil constitutionnel, de la dite directive. Bon, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, vous le savez bien, donc d'exclure du champ d'application du Code des marchés publics les rapports qu'une collectivité publique peut avoir avec une autre personne morale, dès lors d'une part qu'elle exerce sur cette personne un contrôle équivalent à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et d'autre part que cette personne morale a un pourcentage de son activité qui reste modeste en dehors de ses relations avec la collectivité publique en cause. Un pourcentage qui a été fixé à 20% sur la base d'une itération, sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice, et que la directive fixe à 20%, ce que reprend bien naturellement le Code français. L'autre, pas innovation, mais consolidation de la jurisprudence, c'est de dire que ce pouvoir équivalent peut s'exercer à plusieurs. On n'est pas dans un rapport singulier entre une collectivité publique et sa société d'économie mixte. On est dans un cas où plusieurs collectivités locales, territoriales, ou publiques peuvent avoir ensemble un pouvoir de direction. Ça faisait partie des incertitudes historiques de la jurisprudence de la Cour de justice. Elle les avait levées avec le temps et c'est aujourd'hui consolidé. Je ne sais pas si tous les problèmes seront réglés parce qu'on sait bien et on le voit sur le terrain proliférer des structures qui sont des structures au fond voulues par certaines grosses collectivités territoriales, je pense à certaines régions dans le domaine énergétique par exemple, ce sont des structures qui sont voulues comme un outil au service des autres collectivités. Alors on fait rentrer au capital de ces structures toute une série de collectivités territoriales avec des participations qui peuvent être extrêmement modestes. La directive et le texte n'en traite pas. La jurisprudence de la Cour de justice et du Conseil d'État sont en revanche intervenus pour dire que le pouvoir équivalent, même si ça s'exerce à plusieurs, ça ne peut pas être un pouvoir équivalent exercé avec un pourcentage tellement faible qu'on peut se demander si on a un véritable pouvoir. On a un quatrième élément important, donc c'est l'ouverture, en tout cas la plus grande souplesse dans la capacité à réserver un certain nombre de marchés à des candidats qui présentent des caractéristiques, soit en matière d'environnement, soit en matière sociale. Bon, il n'y a pas de révolution majeure là-dedans. On a depuis longtemps ces règles-là. Elles sont aujourd'hui élargies et consolidées. Le point suivant, c'est l'obligation de procéder à une évaluation préalable des marchés publics quand leur valeur estimée est supérieure à un seuil réglementaire. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on fait dans le partenariat public-privé, dans l'étude de faisabilité, c'est-à-dire se poser la question de savoir pourquoi on a recours à un marché public et si on ne pourrait pas avoir recours à autre chose. C'est un peu innovant, puisque jusqu'à présent, à la limite, le marché public, c'est la base, et puis on n'a pas à se justifier de vouloir acheter quelque chose à l'extérieur. Donc c'est une innovation importante. Elle ne se traduit pas par une contrainte sur la personne publique, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fait cette évaluation, il ne semble pas, dans le projet, qu'elle doive forcément en tirer les conséquences que l'évaluation semble donner. Simplement, d'un point de vue purement politique, ça a évidemment du sens de montrer qu'on aurait pu faire autrement et que l'on fait quand même. Dernier point sur lequel je voudrais insister brièvement, c'est l'introduction des marchés globaux, donc qui viennent de la directive elle-même et qui sont présentés comme des outils supposés remplacer les marchés de conception, réalisation, entretien, maintenance et de réalisation, entretien, maintenance et à tout ce qui était l'actuel article 74 du Code des marchés publics, avec des critères de recours qui sont
à peu près les mêmes que ceux qui existaient dans l'article 74, je crois même qu'ils sont les mêmes, et qui tiennent à l'idée soit d'une certaine forme de complexité de l'opération à monter, soit à la présence ou l'instauration d'indicateurs de performance générale ou énergétique, ou écologique, puisque ce sont deux sujets sur lesquels on insiste beaucoup. Alors, moi, je suis évidemment face à ces outils, à ces nouveaux objets, enfin qu'il s'agisse de l'article 74 ou du futur article 28 du projet, puisqu'il s'appelle comme ça à ce stade, je suis toujours très intéressé de la méthode de la comparaison. Et au fond, il y a un absent dans la tentative d'unification qui est la délégation de services publics. Et au fond, quelle différence y a-t-il entre un marché global, enfin entre certains marchés globaux et une bonne concession? Je ne suis pas certain que sur le plan strictement juridique, et en tout cas sur le plan des méthodes de travail et du contenu, il y ait une si grande différence que cela. Alors le dernier élément, je passe évidemment sur tout ce qui relève des obligations de conservation qui sont une assez grande innovation, puisque la question n'était pas traitée jusqu'à présent par les textes communautaires et les textes français, donc les obligations de conservation de documents, donc qui ont évidemment une certaine pertinence s'agissant de la sécurité juridique et puis des procédures contentieuses le cas échéant. Même si l'intervention bénéfique du Conseil d'État, elle est toujours bénéfique, mais encore plus bénéfique cette fois-ci du Conseil d'État dans le droit du contentieux des marchés, a permis de donner une beaucoup plus grande sécurité en termes de délai dès lors qu'on s'astreint à respecter un certain nombre de formalismes que l'arrêt Tropic Travaux, bien connu des services de police, est venu clarifier, en tout cas expliciter. Le dernier élément, et puis j'en aurai fini, je passerai la parole à mon voisin. Le dernier élément sur lequel on peut s'interroger, c'est sur la capacité de la partie réglementaire, la volonté de l'État de tirer les conséquences de l'ouverture qui a été faite par la directive en matière de procédure, et donc avec l'introduction du cas de recours à la procédure négociée, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, dans la directive, la procédure concurrentielle avec négociation, qui est certainement le principal apport de cette directive en termes de vrais points positifs. La question est, je lis et je cite l'étude d'impact du projet d'ordonnance. Désormais, il pourra être recouru à cette procédure lorsque, citation, les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles, fin de citation. Et les auteurs de l'étude d'impact de poursuivre en disant, autrement dit, le recours à l'appel d'offres ne sera imposé que pour les seuls achats sur étagère. Attendons la suite. Voilà, pour l'essentiel de ce que je voulais dire de bien sur ce texte, tout en soulignant parfois peut-être en creux le mal. Mais le mal va maintenant être analysé de façon plus pertinente. Bien, alors maintenant, effectivement, à moi de faire un peu le mauvais flic, parce qu'effectivement, il y a quand même cet exercice pose des problèmes de forme, pose des problèmes de fond. La forme, tout d'abord, on comprend très bien le fantasme de la codification, l'idée qu'il faut ramasser les textes, et c'est vrai qu'on a des exemples très très bien, tout à fait réussis de codification qui ont beaucoup amélioré la vie des utilisateurs, comme le Code général des collectivités territoriales. Bon, ça c'est un exercice magnifiquement réussi. Mais la grande différence justement du CGCT, la codification n'a de sens que lorsqu'on ramasse des textes qui s'adressent à un seul et même public. Et là, nous avons l'inverse. On reprend des textes qui s'adressent à des publics différents et on les met dans un même texte. Et quand on prend ce projet d'ordonnance, ça laisse quand même un peu sceptique. On a un énorme texte qui s'adresse quelquefois aux acheteurs publics, quelquefois aux pour adjudicateurs non soumis au code, quelquefois aux acheteurs des marchés de sécurité et de défense. Bref, à chacun de faire son marché. Ça nuit énormément à la lisibilité du texte, ça nuit évidemment énormément à son approche pratique. Donc là, je pense que ce souci d'esthétique juridique atteint clairement ses limites. Et j'aurais largement préféré qu'on ait 3 textes. Ok, c'est moins chic, ça fait moins jardin à la française juridique, mais c'est beaucoup plus efficace. Et puis derrière, on a un problème juridique de base que va peut-être devoir examiner le Conseil constitutionnel.
le code des marchés avait à la fois c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, à la fois une valeur législative en ce qu'il concernait les collectivités locales, mais en revanche, il n'était finalement établi par décret que sur la base d'un très vieux décret-loi, mais que le Conseil d'État, à plusieurs reprises, a reconnu comme étant encore valable. Donc on pouvait encore par décret traiter de ces questions-là. Mais ce qui n'a jamais fait débat, et ce qui était évident, c'est que le Code des marchés pour les acheteurs de l'État est un texte organisationnel de valeur réglementaire. Et là, nous avons aujourd'hui une ordonnance, c'est-à-dire un texte à valeur législative, qui va traiter ultra petita quelque part, puisqu'il va traiter d'une matière qui normalement est réglementaire. C'est un problème constitutionnel que le Conseil constitutionnel devra traiter si jamais il est saisi de la loi de ratification. Au-delà de ça, de toute façon, ça change pas grand-chose, parce qu'on remarquera quand même qu'on a beau donner valeur législative à tout ça, les pouvoirs publics ne sont pas allés au bout de la logique qui aurait été de faire discuter le Parlement de tous ces textes. On passe par ordonnance, c'est-à-dire que c'est l'exécutif qui garde la main. En l'espèce, et ayant conduit à mener à terme un code des marchés, 2004-2006, je peux attester que le passage au Parlement là peut se révéler complètement contre-productif. Parce que ce sont des matières extrêmement techniques. Et que le diable est dans les détails. Et que là, en l'occurrence, passer par voie d'ordonnance me paraît, au moins dans la démarche, plus sage. Même si, du point de vue de la légitimité démocratique, on peut peut-être s'en inquiéter. Donc on a cette espèce d'ordonnance chapeau qui va être très difficile à manier pour les utilisateurs, et qui ensuite appelle des décrets d'application dont pour le moment nous n'avons pas trace, et donc nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés. Alors derrière, sur le fond maintenant, sur le fond, il y a au moins un exercice qu'il convient de saluer, et puis beaucoup de problèmes. L'exercice qu'il convient de saluer, c'est celui qui concerne les marchés de partenariat. Donc j'ai oublié d'ailleurs, c'est pas 3 textes, c'est 4 textes qu'on remet, puisqu'on remet aussi l'ordonnance de 2004 sur les marchés de partenariat dans ce chapeau de cette nouvelle ordonnance. Là, l'avancée, elle est absolument évidente, il fallait faire le ménage. On fait enfin le rattrapage qu'on aurait dû faire en 2008 quand on a repris le dossier de l'ordonnance 2004, c'est-à-dire que on met fin à l'ensemble de ces petits contrats BEA, AOT, BEA, le PSI, BEA, le PJ, BEA, ordonnance santé, bref, il y avait toute une série de contrats qui étaient tous sur le même type, c'est-à-dire des contrats d'investissement public fondés sur un pré-financement privé, et qui s'étaient, parce que petit à petit historiquement on les a fait les uns après les autres, venaient en fait complètement brouiller le paysage. Là, on fait le ménage, on ne fait plus qu'un seul contrat, le marché de partenariat. Là, le marché de partenariat, on ne fait que suivre la jurisprudence Seur, c'est-à-dire qu'on dit que ce sont des marchés publics. Il peut y avoir débat, nous sommes le seul pays européen à considérer que ce sont des marchés. Tous les autres considèrent que ce sont des concessions. Cela dit, le Conseil d'État a tranché. Il est normal qu'ensuite, on se mette dans la logique du Conseil d'État. En France, les marchés de partenariat sont des marchés. Mais sorti de cette ménage qu'il fallait faire, pour le reste, l'ordonnance telle qu'elle est rédigée, si on la compare au texte qu'elle est censée transposer, c'est-à-dire aux 2 directives, laisse un doute, une désagréable impression qu'on n'a pas voulu aller au bout d'une logique, qu'on reste au milieu du gué. Quelque part, ça me donne un peu l'impression qu'on est revenu en 2001. Pour ceux qui ont expérimenté le code 2001, vous comprendrez bien que ça n'est pas un compliment de ma part. Quand on fait une codification, l'élément fondamental, c'est de donner un signal, de donner une structure, de donner une colonne vertébrale. De dire aux acheteurs publics où on va, quelle est la logique de cette codification. 2004-2006, il y avait une logique très claire, un signal très clair adressé aux acheteurs qui était la responsabilisation. Le fait que le code n'était pas
la Bible qu'il fallait respecter à la virgule près, que le code était une boîte à outils et que c'était aux acheteurs à apprendre à utiliser ces outils. Là, avec cette ordonnance, on a des demi-mesures, des demi-courages, et donc des demi-peurs, et c'est ça qui, clairement, est inquiétant. Là, on le voit d'abord, par exemple, par l'apparition de nouveau des seuils. Dès que vous voyez sortir un seuil, vous avez tout de suite l'idée que la personne publique a une peur quelque part, que ça dérape, peur le plus souvent totalement irraisonnée. 2004, on avait décidé de façon claire qu'il n'y aurait que les seuils communautaires et rien d'autre, pas les seuils franco-français qu'on avait depuis toujours dans nos codes. Et on s'en porte très bien depuis 10 ans. Quand je vois par exemple, ne serait-ce que même sur les PPP, qu'on envisage de faire un seuil à 10 millions, ça veut dire en dessous duquel, eh bien on n'aurait pas le droit de recourir au PPP. Quelle est la justification de ce seuil? Aucune. Aucune. Pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas une personne publique à faire un petit PPP, et il y a déjà eu, dans le passé, par exemple, un PPP d'une toute petite piscine à 6 millions, et ça s'est très bien passé. Le PPP le marché de partenariat maintenant, puisqu'il faut l'appeler comme ça, est un contrat très complexe. On ne va pas y recourir pour des petites affaires, on n'y va recourir que quand l'objet de l'investissement le justifie. Mettre un seuil, ça n'a absolument plus aucun sens dès lors qu'on a fait le ménage. Ça avait un sens dès lors qu'on voulait séparer entre BEA et marché de partenariat. De même pour les services. Là, vous avez une avancée qui n'en est pas une dans les directives, alors même que dans les directives précédentes, vous aviez donc cette liste fermée des marchés de services qui était formalisée et une liberté totale sur les autres, liberté que dans le système français on n'a pas complètement prise, c'était des marchés à procédure adaptée. Vous avez maintenant des seuils, même sur des marchés de services dont on sait qu'ils sont complètement réticents ou non réglables par le biais d'une réglementation contraignante. Je prends les marchés sociaux, par exemple. On viendra aussi sur les marchés juridiques. Mais là, maintenant, dans la directive, on a des seuils à 750 000 euros. Est-ce qu'on aura ces mêmes seuils et cette même liberté dans les décrets d'application? C'est un énorme point d'interrogation. Toute l'organisation de cette ordonnance, de ce projet d'ordonnance, laisse craindre le pire, c'est-à-dire qu'on ait de nouveau le retour de seuil franco-français plus bas. Et puis, comme belle reculée aussi, on a le problème des services juridiques. La directive, façon intelligente, met hors directive les services juridiques de contentieux. Et ça a une vraie logique, une logique très simple, qui est qu'en gros, les contentieux sont en général des dossiers qui durent beaucoup plus longtemps que ce que dure normalement un marché de service, un marché public de service. Marché public de service, normalement, on considère que la durée, c'est 3-4 ans. Sur un contentieux, on part très vite sur 5, 6, 7 ans si on va en appel en cassation. Et laisser cette liberté, c'est juste arriver à des solutions de bon sens, ne pas obliger la personne publique à refaire une mise en concurrence qui de toute façon sera factice, puisqu'on a intérêt à garder le même conseil, puisqu'il a déjà le fond de dossier, et qu'on gagne du temps et on gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait dans le système français, dans l'ordonnance? Cette liberté disparaît complètement. Donc, les services juridiques d'assistance en contentieux, en précontentieux, sont dans l'ordonnance. En revanche, et là on retrouve cette tendance dramatique parfois au volapuc du Conseil d'État, on exclut, je lis, les services juridiques qui sont liés même occasionnellement à l'exercice de la puissance publique. Ça fait plus de 30 ans que je fais du droit, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Et je défie quiconque d'expliquer ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Et quand on ose écrire dans un projet d'ordonnance des choses qui sont incompréhensibles, c'est parfaitement indigne. Donc là, on a un vrai problème. Un vrai problème de peur d'aller au bout d'une logique qui est une logique d'efficacité, une logique de pratique. Pour, derrière, aucune espèce de justification réelle en termes juridiques. Autre bizarrerie, à force de vouloir unifier, on unifie tout, et tout ce qui est donc couvert par ordonnance est désormais un marché public. Très bien, un seul concept.
Mais la logique voudrait que si on a un seul concept, on a un seul régime juridique et un seul régime de contentieux. Ben, c'est pas le cas. Tout ça, c'est marchés publics, que ce soit les marchés passés par les personnes publiques, les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code, les marchés, etc. Mais on garde quand même la summa divisio quand c'est un contrat public. C'est-à-dire quand c'est un marché passé par une personne publique, le juge compétent est le juge administratif. En revanche, lorsque c'est un marché passé par une personne privée, mais soumise à la directive, c'est le juge judiciaire qui reste compétent. Là encore, on aurait pu passer le gué et faire une exception de compétence pour le juge administratif. Tous ceux qui ont eu un jour à expliquer à un juge judiciaire, notamment en référé, les subtilités de l'ordonnance 2005, savent à quel point ça serait quand même beaucoup plus préférable, beaucoup préférable de donner l'ensemble de ces compétences au juge qui connaît cette mécanique et cette matière, qui est le juge administratif. Le juge judiciaire, objectivement, ne la connaît pas. Et donc ça donne des décisions qui sont parfois très très surprenantes. De même, dans ces réticences, dans ces peurs, on a un vrai problème avec les marchés globaux. Globalement, le marché global tel qu'il est défini aboutit à ce que n'importe quel marché désormais pourra être en global dès lors qu'on met des objectifs de performance. Et ce marché global, dans sa nouvelle version, vient frontalement contrer la loi MOP. Que n'a-t-on eu le courage, dans cette ordonnance, de reformuler la loi MOP? Ça, on n'a pas eu, et on a donc là potentiellement une source de contentieux majeure. Il est clair que les architectes ne se laisseront pas faire aussi facilement. Ainsi, on a comme cela des bizarreries. On a aussi ce seuil des 100 millions pour éventuellement une évaluation préalable, même pour un marché. Je pense que derrière l'évaluation préalable, la seule justification de ce seuil serait non pas l'évaluation préalable en tant que telle, mais la soutenabilité budgétaire. Et celle-là, c'est plutôt du bon sens. Mais tel que c'est rédigé, on ne sait pas tellement où on va. Puis j'ai un dernier regret, mais c'est un regret que je ne peux pas, sur lequel je ne peux pas porter d'accusation, parce que moi-même, en 2004, j'ai calé sur cette question, sous la pression de l'ensemble des acheteurs, alors même que nous sommes les seuls en Europe à être dans cette situation, c'est la question de la séance d'ouverture des plis. La séance d'ouverture des plis est partout en Europe publique. Et c'est un élément évidemment de transparence absolument évident. Quand j'ai suggéré cela à l'époque, j'ai eu droit à une levée de boucliers et des hurlements de tout le monde sur le thème « ça alourdit beaucoup les procédures, c'est atroce, on ne peut pas faire ». Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire ce que n'importe quel acheteur letton, polonais, allemand, danois peut faire et fait en permanence? Cet élément de transparence aurait mérité d'être mis. Pour une fois qu'on faisait vraiment le ménage, allons jusqu'au bout, et on ne peut que regretter qu'on n'a pas cette avancée. Enfin, les directives elles-mêmes sont aussi, sur certains points, lourdes d'interrogations. On a des avancées très claires, là on l'a souligné, Frédéric Scanvic l'a souligné, l'ouverture très large à la négociation est évidemment une avancée évidente. Enfin, on prend un marché public comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire un marché pour lequel, dans la plupart des cas, on a besoin de discuter avec les différents candidats, parce que c'est en discutant qu'on améliore à la fois la proposition des candidats et surtout que l'on fait coïncider mieux le besoin potentiel de la personne publique avec ce que le marché est capable de proposer. Donc ça va tout à fait dans le bon sens. En revanche, fallait-il vraiment solidifier ou rigidifier certains éléments? Et je parle par exemple des avenants. Vous avez dans la directive maintenant une limitation qui fait qu'on ne pourra plus passer d'avenants s'il dépasse 10% du montant initial pour les marchés de services et 15% pour les marchés de travaux. Le 15%, c'était globalement ce que notre jurisprudence française admettait, mais globalement, la jurisprudence française admettait parfois des dépassements plus importants. Et dans ce domaine-là, il faut reconnaître que laisser la marge d'appréciation au juge était sans doute préférable que de mettre une limite qui, dans nombre de cas, ne sera pas respectée. Que fera-t-on
notamment sur les marchés de travaux, le nombre de marchés de travaux qui, dans les faits, dépassent les 15 et 20%. Chacun l'a vécu, chacun le sait. Mettre une disposition qui ne correspond pas à la réalité des marchés est toujours quelque chose de très imprudent parce que soit elle est ignorée, soit elle bloque le système. De toute manière, on peut peut-être regretter cette rigidité. On a en revanche aussi des avancées qui pourront être certainement source de contentieux, notamment une avancée importante en termes de critères environnementaux et sociaux. Où là, les exigences qu'on va pouvoir poser en termes de moyens et de façon de réaliser peuvent éventuellement être vécues comme du protectionnisme et peuvent éventuellement déboucher sur des contentieux. Il faudra voir comment est-ce que clairement dans les décrets d'application celui-ci sera organisé. Et on a par exemple une disposition qui est retranscrite, qui sont la possibilité désormais d'exiger que les moyens utilisés pour l'exécution d'un marché public soient localisés dans le territoire de l'Union européenne. C'est dans la directive, mais ça pose un problème avec éventuellement nos propres accords bilatéraux avec d'autres pays hors Union européenne. Donc on a quand même des sources de contentieux et des éléments qui ne sont pas stabilisés. Donc, pour conclure, honnêtement, l'exercice de l'ordonnance unique et du code unique de la commande publique n'apparaît pas concluant. Je crois que c'était une fausse bonne idée. Ça ne va faire que compliquer le travail des acheteurs. Autant avoir un texte qui s'adresse à chacun des publics, on ne l'aura pas, sans doute, et c'est assez regrettable. On aurait aimé plus de courage dans les prises de position, dans nombre de cas. Et puis maintenant, le vrai enjeu, ce sont les décrets sur lesquels on va être extrêmement vigilant, parce que en fait, tout va se passer dans ces décrets d'application. Voilà où on en est. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ? Non, alors pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais j'invite encore les participants et participantes à distance à poser leurs questions justement via le petit module QR que vous voyez en bas à gauche. Et puis, merci beaucoup pour vos interventions. Éventuellement, un petit mot de conclusion un peu plus personnel sur le sujet. Je ne sais pas si c'est si personnel que ça, mais enfin, moi j'ai une conviction, c'est-à-dire que le code des marchés publics tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il pourrait être demain dans ce qu'on peut en pressentir, c'est une logique qui est une logique de fondée principalement sur le formalisme et assez peu sur la responsabilité des acheteurs publics, et que je crois qu'on ne peut pas commander des rapports à monsieur Attali, à tous les plus grands penseurs de la place qui parlent d'état stratège, de collectivités publiques, vigie et phare, et ne pas avoir confiance dans la capacité de responsabilité des acheteurs publics. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de contrôle, il y en a de toute façon aujourd'hui, mais il faut des contrôles qui soient des contrôles sur les vrais sujets et pas forcément sur le respect de la double enveloppe, ce qui est un propos peut-être un peu poujadiste et caricatural, mais enfin qui n'est quand même pas très éloigné de ça. Je crois qu'aussi que nous vivons dans un monde qui depuis une vingtaine d'années s'est traduit par une très grande crainte les uns et les autres au regard tout simplement du délit de favoritisme, parce qu'on a vu les conséquences que ça pouvait avoir, et qu'aujourd'hui ça tétanise beaucoup d'acheteurs publics, ça freine parfois le recours à des procédures plus innovantes, et puis ça privilégie le critère du prix, quelle que soit par ailleurs la pondération. Puisque quand quelqu'un a décidé de casser un marché, même la meilleure des pondérations sur le plan technique, et d'ailleurs elle est rarement si élevée que ça, n'interdit pas d'avoir recours à lui. Alors je lis ici et là que la directive a renforcé la capacité à écarter une offre anormalement basse. C'est pas très facile pour en avoir rencontré dans une collectivité publique en matière de marché de travaux pour construire des lycées et m'être bien gratouillé la tête. C'est pas très facile, et souvent la réponse qu'on a, ça consistait aussi à saisir ce qui était à l'époque le Conseil de la concurrence, et qui est l'autorité qui n'est pas armée pour venir intervenir dans une procédure de marché où on a besoin d'une réponse relativement rapide. Le monde des avocats
avocats, et ça justifie d'ailleurs peut-être aussi, ça justifierait peut-être son exclusion, le monde des avocats connaît bien les prix auxquels soumissionnent des cabinets, y compris des très grands cabinets, quand il y a un appel d'offres d'une collectivité publique, c'est risible, et ça ne peut dégénérer que sur des mauvaises prestations ou une faillite. Donc je crois que c'est à ça ce à quoi il faudrait tendre. J'entendais Jérôme Grandénon tout à l'heure parler des avenants, et je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'il faut laisser une certaine forme de latitude au juge plus que d'encadrer les choses. Mais au fond, le problème de l'avenant, c'est pas le problème de l'avenant en tant que tel, c'est le problème de la passation de base. C'est parce que justement, on n'a pas une plus grande souplesse ou une plus grande liberté pour passer le marché de base qu'on est bien obligé d'encadrer l'avenant, parce que l'avenant, si on l'encadre pas, c'est évidemment la porte ouverte au contournement de la règle qu'on a fixée pour le début. Dernier point, alors qui pour le coup n'est pas personnel, mais la vigilance sur les décrets auxquels appelle Jérôme Grandénon, c'est une vigilance évidemment politique et de contenu pour faire valoir ici et là des choses qui pourraient être mieux faites. Mais ça va être aussi intéressant d'apprécier l'exercice pour la première fois sans le support du décret, enfin s'agissant des collectivités territoriales, sans le support du décret-loi. Parce que là, on va se trouver dans une situation où il va falloir confronter la légalité de ces textes d'application à ce que sera la future ordonnance qui sera la valeur législative du dossier. Il y a évidemment la voiture balai de la directive, donc qui va permettre de conforter un certain nombre de choses, mais enfin, ça va être intéressant parce qu'au fond, cette ordonnance, enfin ce projet d'ordonnance, il est parfois pas si précis que ça. Et peut-être nous aurons de quoi occuper les cabinets d'avocats en contentieux contre la partie réglementaire du futur code. Quelques questions sont arrivées, mais on les traitera après. D'accord. En conclusion, d'abord, première remarque, pourquoi est-ce que tous les 10 ans, la Commission se réveille pour refaire une nouvelle directive? Ce n'est pas que le monde du marché évolue à cette vitesse-là, à part sur la dématérialisation qui a bon dos, mais qui ne justifie pas tout le reste. Ce qui explique cela, c'est qu'on a une longue avancée petit à petit vers plus de réalisme. On est parti sur une première directive d'un dogmatisme total, et en gros la religion de l'appel d'offres, et qu'on a aussi bien au niveau européen, qu'on avait aussi chez les grands bailleurs si le Banque mondiale, et dans les codifications internationales, par exemple la loi type sur la CNUTSI, sur les marchés publics. En gros, en 94, on est dans l'idée que le problème majeur des marchés publics, c'est la corruption, et que le seul outil, la seule procédure qui protège contre la corruption, c'est l'appel d'offres. Et donc, on construit tout autour de l'appel d'offres, et tout le reste est extrêmement dangereux. Et dès qu'on parle aux acheteurs, eh bien, c'est parler avec le diable. Dès qu'on parle, par exemple, aux candidats, c'est parler avec le diable. Et donc, c'est formellement interdit, ou alors laissé à des cas très exceptionnels. Et c'est aller évidemment contre la réalité. Et c'est ce fait d'avoir développé des règles qui vont contre la réalité, qui font que les États, eux, reviennent et remontent au créneau en disant ça peut pas marcher comme ça, il nous faut plus de souplesse. 2004, c'est déjà beaucoup plus de souplesse par rapport à 94. Mais 2004, et je l'ai vécu, je m'étant battu avec la Commission, notamment sur la question de la négociation, et où à l'époque on avait perdu, puisque la négociation était quand même très limitée, mais on avait arraché de haute lutte le dialogue compétitif, qui était quand même déjà une avancée importante. Et là, enfin, on arrive quasiment maintenant, dans cette nouvelle directive, à l'approbation de la négociation, dans la mesure où elle est transparente, dans la mesure où elle ne met pas en cause l'égalité de traitement entre les candidats, ce qui est quand même la voie de la sagesse, la voie de la raison. Et l'étude d'impact a parfaitement raison de souligner que désormais, l'appel d'offres est une très très bonne procédure dès lors que l'achat est simple, dès lors qu'on peut faire de l'achat sur étagère. L'appel d'offres est une procédure calamiteuse dès lors que le besoin est complexe, dès lors qu'on a besoin de parler. Et ça, c'est sans doute l'avancée absolument majeure de ces nouvelles directives. Et j'ose espérer que dans les décrets d'application, on donnera à plein cette ouverture offerte aux acheteurs. Et là, on arrive vraiment à ce que je souhaitais déjà en 2004, que j'avais initié, c'est que on sort de la logique d'un code des marchés qui est une règle que doivent respecter les acheteurs à une logique de boîte à outils. Le code des marchés, c'est un ensemble d'outils, un ensemble de procédures différentes, chacune de ces procédures étant adaptée à un type de besoin, à un type d'acheteur.
et qui paraît être aujourd'hui l'approche intelligente en matière de marché public. Donc globalement, c'est clair qu'il faut saluer ces avancées. Moi, honnêtement, j'ai vu la commission il y a 10 ans, je trouve que l'avancée est assez stupéfiante. Jamais j'aurais parié un centime qu'elles évolueraient aussi vite dans ces domaines. Comme quoi, il ne faut jamais trop préjuger de la technocratie bruxelloise. Donc, on a des réelles avancées. Il faut espérer que lors de la transposition, l'exercice prendra toute la mesure de ces avancées. Ça, c'est un vrai espoir. Et ça n'est que comme ça qu'on arrivera vraiment à une réglementation des marchés publics de plus en plus efficace. Merci beaucoup pour ces points un peu plus ce point de conclusion en tout cas. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Monsieur Laffineur pose la question: bonjour, pensez-vous que nous allons vraiment pouvoir négocier sur la quasi-totalité des marchés et que les décrets vont délimiter concrètement les champs de la négociation pour éviter la bataille entre guillemets sur le sujet et attendre des jurisprudences successives qui nous feront perdre du temps? Voilà, on sent une inquiétude quand même, un contentieux fort qui risque de prendre du temps pour trancher cette question-là. Donc, je pense que plus la transposition ira loin dans l'utilisation des facultés qui sont ouvertes aujourd'hui par la directive, et évidemment, plus il sera nécessaire d'avoir quelques jurisprudences pour stabiliser un concept qui reste quand même un concept. Alors, une fois de plus, on a cité l'étude d'impact. Bon, voilà, ça c'est une interprétation. On n'est pas sûr qu'on puisse dire que les choses seront aussi simples si on transposait au mot près la directive. Et donc, il y a nécessairement un juge qui va intervenir. Pour clarifier un peu tout ça. Alors, j'ai posé la question à l'un des commissaires sur pourquoi est-ce qu'on n'est pas complètement ouvert. Et il m'a expliqué que la majorité des États et la DGMARC, la direction marché intérieur qui gère ça à Bruxelles, était favorable à l'idée vraiment de mettre l'appel d'offres comme l'une des procédures, mais la négociation aussi comme l'une des procédures, et avec un libre choix pour l'acheteur, ce qui paraît être le bon sens. Et ils ont mis donc cette petite réticence, il faut expliquer quand même qu'on en a besoin, de quelque part, à cause de l'hostilité résolue de 2 pays. Et les deux pays en question sont l'Italie et la Grèce, c'est-à-dire ceux qui, globalement, dans nos pays européens, connaissent les plus gros problèmes de corruption dans les marchés publics. Vous avez là cette espèce de bizarrerie qui est que ceux-là même, qui sont la preuve éclatante que l'appel d'offres autorise toute la corruption que l'on veut, s'accrochent frénétiquement à cet appel d'offres, alors même que c'est pas une bonne protection contre la corruption. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, là-dessus, il faut espérer effectivement que le texte soit le plus large possible, le plus ouvert possible. Et ensuite, il appartiendra évidemment au juge d'en fixer ensuite les limites. Mais si on reprend mot pour mot le texte de la directive, il est très large. Il appartiendra simplement aux acheteurs à chaque fois de penser à justifier que, effectivement, ils avaient besoin de discuter. Il y a également aussi une question sur la date et sur l'effectivité de cette modification du Code des marchés publics, autant pour l'ordonnance que pour les décrets d'application qui viendront ensuite. Vous avez une idée de quand, de ces dates clés à venir? Déjà, on est un peu en dérapage par rapport à ce que la DAJ annonçait comme calendrier, c'est parfaitement normal. Je pense que, je salue quand même le fait qu'ils aient joué la transparence, c'est-à-dire mis ce projet d'ordonnance en ligne. Là aussi, on voit les évolutions, puisque le premier projet qui a été mis en ligne dans l'histoire administrative française, c'est le projet de Code des marchés 2004, et qu'à l'époque, je m'étais fait redresser les bretelles par le Conseil d'État, considérant que c'était parfaitement inadmissible. Depuis, c'est devenu une pratique, on ne peut que s'en féliciter. Donc, oui, il y a besoin de discussion, il y a besoin de dialogue, et ça va prendre du temps. Et je pense que la DAJ a besoin de temps pour stabiliser cela, mais en même temps, j'ai pas regardé, ça doit être 21 mois le délai de transposition en général. C'est pas complètement sûr qu'on le tienne, mais on voit bien que que le projet est sorti en janvier, que les choses avancent et qu'il n'y aura pas d'enterrement de cette opération-là. Je pense que courant 2016 est une cible
Le projet d'ordonnance dans ses dispositions finales prévoit, et je pense que c'est calé, j'ai pas le texte de la directive, mais ça doit être calé sur la directive, prévoit une entrée en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, c'est-à-dire donc qui sera liée à l'intervention des textes réglementaires au plus tard le 18 avril 2016. Donc qui doit être vraisemblablement le délai de transposition. Donc l'ordonnance, elle peut entrer, enfin elle n'entre pas en vigueur, elle est déposée sur le bureau d'une des deux assemblées, ce qui lui donne sa valeur juridique. Elle est ratifiée ou elle n'est pas ratifiée, c'est autre chose, mais de toute façon c'est le décret qui va sortir qui viendra déclencher l'application de tout, sinon ce serait évidemment totalement bancal et inapplicable. Et tout ça donc au plus tard le 18 avril 2016. D'accord, merci. Madame Chaumont nous pose la question, le dialogue compétitif va-t-il disparaître totalement au profit de la procédure concurrentielle ? Et elle a cru comprendre que les marchés d'assurance sortiraient du champ des marchés. Pouvez-vous confirmer ? Sur le rapport entre le dialogue compétitif et les marchés globaux, c'est évident que les nouvelles dispositions peuvent potentiellement amener à une reconsidération de toute la palette des outils qui existent aujourd'hui dans le Code des marchés. On a vu que ça touchait l'article 74 de façon évidente puisqu'il s'agit de ça. Après, donc là, il y a une partie qui sera remise à la discrétion du pouvoir réglementaire dans le cadre de la transposition et de savoir si oui ou non il a l'intention de simplifier un certain nombre d'outils qui peuvent apparaître comme redondants. Puis je cherche l'article d'exclusion, mais je suis pas sûr de retrouver immédiatement la réponse sur les deux. D'accord, mais de toute manière... c'est sûr. Il y avait une autre question... Mais il est vrai que les marchés d'assurance sont complètement, là aussi, c'est comme les marchés sociaux, résistants au code. Ils demandent une évolutivité que ne permet pas clairement le Code des marchés, ils demandent des longueurs que ne permettent pas. On a un vrai problème d'adaptabilité dans la réalité. Quoi qu'il arrive, on est en dehors des marges quand on fait du marché d'assurance. Mais cela dit, il me semble que la question... Votre micro, monsieur. Oui, pardon. Il me semble que la question de l'exclusion, enfin c'est comme ça que le prend le projet d'ordonnance relève de la partie législative, puisque poser le principe et puis exclure, c'est nécessairement dans la loi. Et j'ai pas l'impression qu'en l'état, l'article qui concerne la nature des marchés qui sont exclus contienne les marchés d'assurance. D'accord. Merci pour ces éléments, Madame Chaumont. J'espère que vous êtes contente de la réponse. Encore une autre question. Le projet d'ordonnance prévoit pourtant la possibilité de conclure des avenants au-delà de 10 ou 15% à condition que cela soit justifié. La nécessité de cette justification pose-t-elle problème ? Oui, ça va être une source de contentieux absolument énorme. Surtout que maintenant, on a quand même ces chiffres qui sont posés par la directive. Donc, comment justifier le dépassement ? De fait, de toute façon, on a ce problème, on l'a depuis toujours, et c'est pour ça qu'on a créé pour les travaux les commissions consultatives de règlement amiable. C'est parce qu'une fois qu'on a dépassé et qu'il y a la règle du service faite, de toute façon, les personnes publiques, elles vont bien devoir régler. Et donc, on a deux logiques qui, évidemment, s'opposent, qui existent toutes les deux, et on est soyons clairs, dans l'hypocrisie la plus totale. Puisqu'on laisse filer, sachant bien que de toute façon, on réglera, et on part notamment sur les marchés de travaux qui dépassent de 50, 60, 80, 100, 200% le marché initial, ça existe, on a tous vécu. C'est là où, encore une fois, bloquer ces avenants, on se fait plaisir. On dit voilà, comme ça on respecte bien le principe de l'égalité de traitement, etc. Mais honnêtement, ça décrédibilise clairement la disposition elle-même puisqu'elle n'est pas respectée. Moi, j'avais comme méthode pour pas faire de régularisation quand j'étais acheteur public de susciter un précontentieux par l'entreprise et puis après on transigeait. Et comme il y a des circulaires du Premier ministre qui incitent à la transaction pour éviter le contentieux, tout ça est évidemment parfaitement vertueux. Sur ce que dit Jérôme, je crois qu'il a tout à fait raison parce que il y a un exemple moi qui m'amuse toujours beaucoup, c'est celui des durées de la loi Sapin la loi Sapin modifiée Barnier en matière de DSP. On vous dit voilà, bon, c'est calé sur la durée d'amortissement et puis ça peut pas dépasser de temps, enfin sauf justification particulière. On oublie souvent que quand le Conseil constitutionnel a été saisi de cette loi, il l'a jugée constitutionnelle au motif qu'il y a tellement de façons de calculer l'amortissement qu'en gros ça veut rien dire.
Aujourd'hui, ça veut dire beaucoup. C'est même une règle qui est tout à fait aller voir un TPG. Enfin, on est sûrement plusieurs à l'avoir fait. Aller voir un TPG pour lui expliquer qu'on va faire plus de 20 ans. C'est pas un exercice facile. Alors même que la philosophie du truc, c'est de toute façon, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ben si, ça en a beaucoup. Et il est de fait que fixer des chiffres. D'abord, on n'est pas obligé de le faire, puisque si on devait utiliser la soupape prévue par la directive, il suffirait de l'écrire et d'écrire celle-là et celle-là même. Donc, évidemment, les pourcentages ont un poids qui est beaucoup plus lourd que ce qu'on peut croire. Encore une autre question. Pouvez-vous nous confirmer que le projet d'ordonnance permet la coopération publique sans autre condition que l'intérêt public ? Oui, alors là-dessus, si c'est les problématiques liées au in-house, là, on a une vraie avancée. Coopération publique-publique, ça, de toute façon, c'est clair. C'est vrai que, par moment, vis-à-vis de la Commission, et notamment d'un projet de directive concession, on passe pas le final, on avait craint que la Commission ne s'attaque aussi à la coopération intercommunale, globalement. C'est plus le cas du tout. La directive concession là-dessus est claire. Ça veut dire en gros que de toute façon la coopération publique, elle est possible et elle est, je crois, réglée dans la nouvelle directive concession. Mais en même temps, au-delà de ça, on a enfin des précisions sur le in-house qui étaient vraiment souhaitables. Parce que là encore aussi, on a quand même des jurisprudences qui étaient très contradictoires. Frédéric l'a rappelé, comment peut-on à la fois dire il faut que ça soit contrôlé de manière équivalente et admettre qu'une même structure contrôlée puisse être en in-house avec plusieurs parrains? Et ben pourtant c'est le cas. Et c'est le cas à cause de la jurisprudence européenne, et on l'a réintégré, ce qui fait que plusieurs collectivités, finalement, peuvent faire appel à une même structure externalisée en in-house, dès lors que cette structure externalisée fait 80% de son activité pour les dites structures. Donc, plusieurs maisons mères. C'est un élément de souplesse qui est tout à fait à saluer. Mais en même temps, ça affaiblit d'autant le vrai critère du contrôle équivalent. Sachant que moi, je persiste à penser que les portes ne sont pas totalement grandes ouvertes. Et je pense sur des exemples très concrets, donc que j'ai vaguement évoqués tout à l'heure dans mon propos liminaire, des exemples très concrets dans lesquels il apparaît qu'en réalité, via le contrôle équivalent et via une multiplicité d'actionnaires ou de contrôleurs, on a en réalité une collectivité publique qui vient faire des offres de services à d'autres. Et ça n'est pas ça le vrai in-house, même si c'est habillé comme du in-house. Et je pense qu'il faut aussi méditer cela par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État, y compris la plus récente arrêt d'Assemblée sur la capacité des personnes publiques à candidater à des marchés publics. Parce qu'au fond, il y a des formes de in-house qui reviennent à ça. Et là-dessus, le Conseil d'État a mis quand même un garde-fou, qui est qu'il ne faut pas organiser, enfin on a le droit, lorsque ça permet de valoriser des équipements publics, mais qu'il ne faut quand même pas organiser par avance la capacité à utiliser un équipement public surdimensionné pour venir, grâce à l'argent du contribuable A, faire des offres à une collectivité publique B. Donc je pense que là-dessus, il va y avoir, comme je constate là où je suis, quand même des initiatives assez foisonnantes sur ces questions-là, je pense qu'il va y avoir quelques rectifications et quelques explications de gravure devant quelques tribunaux administratifs. Ceci dit, on est très concrètement en fait, les précisions sur in-house telles qu'elles sont dans l'ordonnance ont quand même une vraie vertu, c'est qu'elles règlent le statut des SPL vis-à-vis de leur collectivité actionnaire. On avait quand même toujours cette interrogation, parce que la SPL normalement est en in-house, mais elle a quand même plusieurs actionnaires, minimum 2. Au moins maintenant ça s'est stabilisé. D'accord. Merci beaucoup pour vos interventions. Si vous avez encore des questions à poser, là, je crois qu'on les a toutes traitées. Mais si vous en avez encore d'autres participants et participantes à distance, je vous invite à les poser encore pendant quelques minutes. Sinon, je remercie encore, messieurs, pour vos interventions. Les débats peuvent continuer sur le réseau Juris Public et le réseau Pilotage Financier. Puis je pense qu'une prochaine formation, lorsque ces décrets d'application seront sortis et que les contentieux auront sûrement un peu commencé, ce sera utile et enrichissant pour tout le monde. Donc voilà, affaire à suivre. Et puis au prochain rendez-vous, donc dans quelques mois. Merci encore en tout cas.
Merci. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idealconnaissance.com.